C'était flagrant. 15 jours auparavant, je me serais simplement dit « Quel camp !» Aujourd'hui, je me percevais que l'intelligence n'avait sans doute rien à voir avec son attitude aberrante. Je m'étonnais tout seul de ma compréhension de comportement que j'avais jusqu'à présent l'habitude de rejeter avec sans doute une certaine intolérance. Porté par cette compréhension et une compassion nouvelle, cela me donnait l'envie d'observer et d'écouter plus les gens et d'essayer de découvrir les croyances pouvant être à l'origine de leur attitude. Je me rendis sur le bord de mer et m'attablai à la terrasse d'un beau café glacier. J'ai toujours eu pour habitude de dépenser pour me consoler de mes ennuis financiers. Je me commandai un cocktail chocolat avocat, mariage surprenant mais absolument délicieux, et m'installai confortablement dans un fauteuil en teck face à la mer. Le vent avait dû souffler fort car les vagues étaient particulièrement hautes. Le soleil de fin de journée inondait le rivage de sa chaude lumière orangée, si flatteuse pour les maisons comme pour les visages. La plage jouait les vases, communiquait avec la terrasse de mon café qui s'animait progressivement. C'était bon d'être seul sans l'être vraiment, de profiter de l'ambiance naissante sans devoir contribuer à sa création. À la table voisine, deux jeunes gens discutaient. Elle, assez délicate et plutôt jolie, les cheveux châtains et les yeux bleus, un air un peu boudeur, lui sans doute pas très grand mais assez costaud, la nuque épaisse et les cheveux bruns coupés ras, qu'elle appelait Dick. Elle lui racontait le spectacle d'ombre chinoise auquel elle avait assisté la veille au soir et qui l'avait visiblement fasciné. Il l'écoutait avec attention, même s'il me semblait clair que quelques ombres si artistiques fussent-elles n'auraient pas suffi à l'émouvoir. Peut-être est-il néanmoins touché par la sensibilité qu'il exprimait. Je sentais qu'il n'était pas en couple, mais qu'il éprouvait à son égard des sentiments qu'il n'avait sans doute pas encore dévoilés. Il la prénommait Doris, et j'étais incapable de dire ce qu'il ressentait pour elle. Dick faisait partie de ces hommes tellement virils que l'on ne sait pas si les émotions et les sentiments font partie de leur équipement d'origine. Je m'amusais à l'imaginer un homme des cavernes traînant sa compagne par les cheveux pour l'emmener dans son lit. À une table, juxtant la leur, un surfeur adolescent mi-boutonneux, mi-frireur, sirotait un whisky coca. Il regardait Doris avec attention, mais j'avais le sentiment que n'importe quelle autre fille aurait suscité chez lui le même intérêt. Lui et moi avions un point commun, aucun mot de la conversation d'à côté ne nous échappait. Au bout d'un bon quart d'heure, Dick et Doris furent rejoints par une fille de leur âge, accompagnée par quelqu'un qu'ils ne connaissaient apparemment pas. « Salut Kate !» lança Dick. « Salut Dick !»« Salut Doris !» Je sentis immédiatement Doris se renfermer de façon imperceptible. Elle semblait contrariée. Il était clair qu'il ne l'aimait pas. Qu'était-elle l'une pour l'autre? Brune à l'allure provocante, Kate était plus sexy que véritablement belle. Des talons plutôt hauts pour un bord de plage, une mini-jupe et les seins au balcon.
Il n'avait pas beaucoup de poitrine, mais sein ou bras était passé par là et l'effet obtenu était satisfaisant. D'ailleurs, à la table voisine, le surfeur adolescent ne quittait plus des yeux son décolleté. Elle parlait en souriant, travaillant l'attitude hyper cool de la fille bien dans sa peau, bien dans son corps. Désolée, je suis en retard. Je me suis changée en revenant de la plage et je ne retrouvais plus mes affaires. Impossible de mettre la main sur ma petite culotte. Il était clair que l'ado surfeur avait l'intention de voir si elle l'avait retrouvé ou pas. Son regard était descendu du décolleté à la mini-jupe qu'il faisait maintenant intensément, guettant l'instant propice qui lui relèverait la réponse. Doris sentit son exaspération monter d'un cran. Kate était satisfaite. « Je vous présente James. On s'est rencontrés sur la plage. Vous savez quoi? On fume tous les deux des Marlboro Lights mentholés. C'est dingue, dit Kate. Très mince, les joues creuses, le sourire affable, James se présenta comme étant originaire d'un petit pays d'Europe, de Danemark en l'occurrence. L'ampleur de sa calvitie l'avait amené à se raser complètement le crâne, une façon habile de la faire disparaître aux yeux des autres. Il portait en revanche une barbe blanc foncé très touffue. On avait l'impression qu'il cherchait à compenser avec sa barbe le manque de pilosité du sommet de son crâne. Sa voix était douce au point qu'il fallait tendre l'oreille pour l'entendre. Il répondait aux questions que les autres lui posaient avec une humilité, frisant l'autodévalorisation, l'air de s'excuser de demander pardon de déranger. Dick le regardait en fronçant légèrement les sourcils, comme s'il se demandait de quelle espèce animale il s'agissait. Pour lui, il n'était clairement pas normal qu'un homme soit aussi effacé. James s'efforçait tellement de ne pas faire des heurts qu'il en devenait transparent. Au bout de 5 minutes, tout le monde avait oublié sa présence. Il n'existait plus. Qu'est-ce qui pouvait pousser quelqu'un à se comporter ainsi? Que devait-il croire pour cela? Ce serait quelque chose du genre « On me laissera tranquille si je me fais petit ». En tout cas, j'étais convaincue que Dick avait la croyance opposée du type « On me respectera si je suis fort ». James regardait amoureusement Kate, qui ne lui avait pourtant pas adressé un seul regard depuis qu'elle l'avait présenté aux autres. Elle l'ignorait complètement. Pourquoi l'avait-elle introduit dans le groupe? Pour le plaisir de s'afficher avec un admirateur béat qui démontrait son pouvoir de séduction? Pour faire réagir Dick? Il me semblait en effet qu'elle faisait de son mieux pour tenter d'accaparer son attention. Doris devait le sentir également, car son regard exaspéré jetait par moments des éclairs de haine. Le barman prenait les commandes. « Un Blue Lagoon » demanda Kate. « Une eau pétillante » dit Doris. « Qu'est-ce que tu veux boire » demanda Dick à James. « Ça m'est égal. »« Décide-toi. »« Bon, je prendrai comme vous. »« 2 bières, » commanda Dick. Dick était satisfait de sa journée. Il y avait des putains de vagues aujourd'hui, c'était fort. Enfin une journée où on se merde pas, dit-il.
C'était beau de voir le déchaînement des éléments, ajouta Doris. C'est vrai, glissa James. Oh non, c'était pénible aujourd'hui, dit Kate. Il y avait 2 types qu'on n'a pas arrêté de me draguer. J'en avais marre, ils me lâchaient plus. T'as qu'à faire du surf, répondit Dick. Sur l'eau, les mecs regardent que les vagues. Ah non, pas de surf. On tombe tout le temps et je pourrais me faire mal au sein si je fais un plat. À la table voisine, le regard de l'ado surfeur remonta de la mini-jupe vers le décolleté. Doris avait décidé de ne pas lutter. La sensibilité à fleur de peau, elle était de ces personnes qui veulent être aimées pour elles-mêmes, telles qu'elles sont, au point qu'elle avait pu développer la croyance si elle faisait un effort pour plaire, alors on ne l'aimerait pas pour qui elle était, mais seulement pour ce qu'elle avait fait. Vous savez pourquoi un homme éjacule par saccade? Lança Kate à la cantonade, créant un silence mi-gêné, mi-attentiste. Dick appréciait visiblement la question et attendait la chute. Le visage de Doris affichait son mépris pour la vulgarité. James souriait benoîtement. Parce qu'une femme avale par gorgée, ajouta-t-elle en soutenant le regard de Dick. James rit bêtement, Dick grassement. Doris était atterrée. La deux surfeurs n'en revenaient pas. Ils ne savaient pas que ça existait, une fille comme ça. Il en restait bouche bée. Son regard était verrouillé sur elle. Il la dévorait des yeux. Il devait penser que c'était une bombe au lit. J'en étais nettement moins sûre. À mon avis, elle était beaucoup plus intéressée par l'impact qu'elle avait sur les hommes que par les hommes eux-mêmes. Qu'est-ce qui pouvait pousser une fille à jouer la provocation au point de raconter en public des histoires obscènes? Que recherchait-elle? Que devait-elle croire sur elle-même et les autres? Sans doute avait-elle un besoin viscéral de séduire, de susciter chez l'autre le désir sexuel? Je commençais à percevoir quelques croyances possibles. J'existe si je séduis, ou encore, j'ai de la valeur si je réussis à attirer les hommes. En tout cas, je sentais que sa séduction agressive n'était pas un véritable choix, qu'elle répondait à un besoin dont elle était esclave. Je m'étais mis à écouter les gens pour m'amuser à deviner leurs croyances. Mais plus je les découvrais, plus j'étais triste de constater que les êtres humains ne sont pas libres. Cette absence de liberté n'avait pas pour origine un terrible dictateur, mais seulement ce que chacun croyait sur lui, les autres et le monde. Sur le sable, des parents organisaient des jeux de plage pour leurs enfants. Je les observai un instant et fus surpris de les entendre pousser leur progéniture dans la compétition avec les autres. Il ne suffisait pas qu'ils réussissent leur activité. Il fallait qu'ils battent leurs petits camarades, qu'ils soient meilleurs qu'eux. Que pouvaient croire ces parents? Qu'on a de la valeur lorsqu'on dépasse les autres? Qu'un résultat n'est valable que s'il est meilleur que celui du voisin? J'avais plutôt le sentiment que la seule compétition valable était celle qu'on en avait avec soi-même. Se surpasser plutôt que dépasser. Le sage m'avait dit qu'on ne pouvait juger une croyance, seulement s'intéresser à ses effets. Quel pouvait-il être dans un cas pareil? Une simulation? Certainement. Une motivation à progresser? Mais quel effet sur la relation aux autres? Peut-on vivre une amitié, un amour,
quand on a l'habitude de se comparer à l'autre? Et que ressent-on en présence des gens? Oscille-t-on entre sentiment de supériorité et d'infériorité, indifférence et déférence, ou pitié et jalousie? Ses parents étaient loin de se douter de ce qu'ils induisaient chez leur enfant et qui allait durablement conditionner leur vie en société. Leur motivation, leur comportement, leurs émotions seraient ainsi marquées par quelques croyances inculquées à l'âge où l'on absorbe les modèles proposés par l'extérieur. D'ailleurs, comment ces parents avaient-ils eux-mêmes développé ces croyances? Les tenaient-ils de leurs propres parents ou avaient-ils été confrontés à des personnes compétitives et s'étant sentis humiliés? Voulaient-ils maintenant que leur enfant se retrouve dans la position de ceux qui les avaient dominés? Dans ce cas, où est leur choix? Ne s'étaient-ils pas plutôt soumis au modèle de l'offenseur? Une autre table à proximité avait trouvé preneur. Un monsieur, je sais tout, discutait avec une dame qui lui faisait habilement croire qu'il admirait son érudition alors que, manifestement, elle cachait son ennui sur chaque sujet et s'efforçait d'étaler sa science. Il la reprenait même sur des imprécisions quand elle s'exprimait, ce qui était rare vu le peu d'espace qu'il lui laissait. Je me demandais lequel était le plus à plaindre dans cette situation, tellement il m'apparaissait dans le besoin impérieux de faire savoir qu'il savait. C'était vital pour lui. Il croyait peut-être ne pas exister autrement que par son savoir. Il craignait peut-être de passer pour un idiot ou un inculte. Ou peut-être croyait-il être dans l'incapacité d'être aimé par celui ou celle qui ne percevrait pas son érudition. Se trouvait-il ainsi dans l'obligation de la lui démontrer? Le point commun entre toutes ces personnes était le peu de liberté dont elles semblaient jouir. Elles étaient aux prises avec leurs croyances, et ces croyances restreignaient leur choix en dictant leur conduite. J'en devenais de plus en plus conscient. Il me suffisait maintenant d'écouter et d'observer quelques instants des inconnus pour percevoir les croyances qui pouvaient sous-tendre leur attitude. J'étais David Vincent dans Les Envahisseurs. Lui repérait les extraterrestres à leurs petits doigts raides. Ils étaient partout et avaient envahi la planète. Ma planète à moi était envahie par les croyances des gens. Elles étaient partout et gouvernaient leur comportement. J'avais repris ma voiture, pas mécontent de quitter Kuta, ses bars et son atmosphère surfaite. J'étais arrivé à mon bungalow dans la nuit noire et chaude et mon bain rituel m'avait semblé divin. La matinée du samedi me sembla interminable. Je la passais sur la plage à observer les rares va-et-vient des pêcheurs à l'ombre d'un palmier. J'attendais l'après-midi avec impatience. Je me demandais quel était ce fameux apprentissage majeur que le sage me réservait pour notre dernière rencontre. J'avais d'ailleurs du mal à croire qu'il s'agissait de notre dernière rencontre. Je m'étais habituée à nos entrevues et chacune m'avait tellement éveillée à moi-même qu'il m'était difficile d'admettre que leur cycle allait s'achever. Pourquoi avais-je décidé la première fois de rencontrer ce guérisseur? Quel hasard fou m'avait amené à entendre parler de lui et à venir le voir alors que je n'avais a priori pas besoin de lui.
C'est drôle la vie. Il y a parfois de toutes petites décisions qui ont des conséquences incroyables sur le cours de votre existence. Et des années plus tard, on se demande comment il se serait déroulé si l'on n'avait pas pris à l'époque cette toute petite décision, mais une autre. Combien d'occasions de ce genre avais-je ainsi laissé passer sans même le savoir? Combien de fois dans les milliers de petits croisements de ma vie avais-je opté malencontreusement pour le chemin banal, alors que l'autre se serait avéré merveilleux? Je pris un rapide déjeuner de bonne heure. Je voulais rejoindre le sage en tout début d'après-midi, afin de pouvoir disposer d'un long moment avec lui. Ma motivation à profiter au maximum de cette rencontre était accentuée par le fait qu'il s'agissait de la dernière, mais aussi, je devais le reconnaître, en raison de ce qu'elle m'avait coûté. Le hasard voulut d'ailleurs que j'arrive en vue de son campement, précisément à l'heure où mon avion aurait dû décoller. Le jardin était tel que je l'avais vu le premier jour, simple et beau, avec ses parfums délicats de fleurs du bout du monde. Je m'avançai et ne vis personne de prime abord. Le campement où il avait coutume de me recevoir était vide. Pas un bruit alentour. Peut-être étais-je venu trop tôt? J'en fis le tour, pas une âme qui vive. Je m'assis sur un muret, près de l'entrée et attendis. Le silence du lieu était profané seulement par quelques bruissements de feuilles et le cri familier du gecko, sans doute, caché dans une charpente. Un tel calme était propice à la sérénité et pour la première fois, je me dis que je n'étais peut-être pas fait pour vivre dans une grande ville. 20 bonnes minutes s'écoulèrent avant qu'enfin je voie apparaître la jeune femme au chignon. Je m'avançai vers elle et elle devança ma question. « Maître Sam-Tieng n'est pas disponible aujourd'hui, dit-elle. Si, je sais qu'il était occupé ce matin, mais il a prévu de me recevoir cet après-midi. Peut-être ne vous l'a-t-il pas dit? Pouvez-vous le prévenir? Mais il n'est pas là. Bon, sans doute est-il en retard. Dans ce cas, je vais l'attendre dans le campement, dis-je, amorçant un mouvement. Non, il ne reviendra pas aujourd'hui. Il m'a dit en partant que je le reverrai demain. Vous devez faire erreur, affirmai-je. Je vous assure que j'ai rendez-vous avec lui. Il est impossible qu'il l'ait oublié. Il ne l'a pas oublié, mais il n'est pas là. Et vous ne le verrez pas. Elle s'exprimait avec le même naturel que d'habitude, ne tenant pas compte de mon désarroi. Comment ça? Il n'a pas oublié? Dis-je, sentant la colère monter en moi. Non, il m'a dit que vous viendrez, en effet, cet après-midi. Qu'est-ce que cette histoire? Explosai-je. J'ai changé mon billet d'avion à sa demande, exprès pour le rencontrer. Il faut que je le voie. Où est-il? Je ne sais pas. La situation dépassait l'entendement. J'avais l'impression d'être dans un mauvais rêve. Il vous a dit quelque chose pour moi? Vous n'avez pas vu le mot qu'il vous a laissé? Où ça? Dans le campement. J'ai couru, dégoûté par la tournure des événements. Pourquoi me faire ce coup-là?
Il savait ce que me coûtait le changement de billet. Quelle excuse allait-il me fournir ?